savait qu'il y avait la guerre, mais c'était une vie très calme, très calme. J'avais 19 ans, même pas. On était jeunes, on pensait au dimanche, plus qu'autre chose. On parlait de matchs de foot, parce qu'on jouait tous les deux dans l'équipe de foot, et puis on avait un match le lendemain. Eh bien, nous n'avions pas de goal. Notre goal s'était cassé la jambe 15 jours auparavant. Il était dans le plâtre, hein, et tout le monde discutait. C'est toi qui vas t'y mettre, etc., etc. Et on parlait, et on parlait. De quoi parle-t-on ce samedi 10 juin 1944 à Oradour-sur-Glane? Pour certains, du match de football du lendemain. Peut-être également de ce débarquement allié qui vient d'avoir lieu. Pour d'autres, de rejoindre le maquis. Peut-être aussi du fait que le village semble en apparence ne pas trop souffrir des tourments de l'occupation. Le village n'abrite-t-il pas plusieurs dizaines de réfugiés, lorrains, alsaciens, espagnols, juifs français, polonais, hongrois, allemands? Il est vrai que les troupes allemandes, on ne les voit pas dans le coin. Aux environs de 14 heures, la 3e compagnie du 1er bataillon du régiment Der Führer, une unité de la 2e division blindée SS Das Reich, pénètre dans ce village de la Haute-Vienne. On ne savait pas que la Das Reich était dans le sud de la France. Et on ne savait pas que la Das Reich faisait des exactions. Moi-même, je ne savais pas que ça existait, des SS. Il y avait des soldats allemands, point. On n'était pas au courant de tout ça. On ne l'a appris qu'après. Quelques heures plus tard, plus de 600 hommes, femmes et enfants ont été tués et brûlés. Près de la moitié de la population de la commune. Les hommes dans plusieurs bâtiments, les femmes et les enfants dans l'église. Une tuerie aussi soudaine qu'atroce, d'une ampleur inégalée en Europe de l'Ouest, qui fait qu'Oradour, village martyr, reste entouré de mystères, de zones d'ombre. Question lancinante. Le massacre pourrait-il être le fruit du hasard? La terrible bavure d'une unité en route vers la Normandie. Que recherchaient les assassins? Pourquoi frapper ce village? Le dossier Oradour n'est pas clos. La fameuse division Waffen-SS Das Reich est une formation qui, lorsqu'elle arrive en France à partir de février 1944, vient de connaître 6 mois et même plus de retraite depuis l'été 1943, où elle a commencé ce qu'on appelle des combats retardateurs à partir de Kharkov. Et là, il y a une longue marche en arrière de cette unité qui est plus que décimée. Quand elle arrive en France, il lui manque les 2/3 de ses officiers, il lui manque au moins la moitié de ses sous-officiers, et c'est là qu'elle va recevoir des hommes neufs, du nouveau sang, des nouvelles recrues, qui sont ramassés, non seulement en Allemagne, dans les limites du Reich, du Reich nazi, mais aussi dans les territoires annexés autour du Reich. Donc, il va y avoir, entre autres, des Français incorporés de force d'Alsace. À l'école des Waffen-SS, on apprend l'idéologie nazie et on apprend la violence. Une violence sans limite. Avant d'arriver à Oradour, un détour s'impose. Des dossiers estampillés crimes de guerre commis dans le sud-ouest de la France sont réapparus récemment. Meurtres en série barbouillés d'une signature, Das Reich. Voilà, c'est un massacre, comment dire ça, sans discrimination par rapport à des personnes engagées ou non engagées dans la lutte, dans le conflit. C'est-à-dire, massacrer des enfants, c'est forcément massacrer des êtres non engagés. Et c'est quelque chose qui va être fait à Oradour à plus grande échelle. Par exemple, cette petite, on le voit, qui a été tuée dans le berceau. Dans le berceau. Dans le berceau. C'est ça qui est, je pense, le plus fort. Et le plus fort est toujours là. Voilà. Je crois que ce n'est pas la quantité qui fait
la force, là, le sens. Non, c'est le fait que tout de suite, on va tuer des civils quand on ne peut pas atteindre les résistants. Mais c'est presque tout le temps, un tué par ici, 3 par là, etc. On a l'impression véritablement de suivre pas à pas à la trace une colonne sanglante, et on comprend que même si l'ordre n'est pas strictement écrit, on sait très bien que les soldats ont compris ce qu'on attendait d'eux quand on leur demande de faire des tournées dans tel ou tel endroit, vers telle ou telle région. Das Reich, un tueur sur la route qui, sous couvert d'objectifs militaires, se fabrique à chaque fois un mobile pour des missions de terreur. Ces documents montrent les ordres que les SS sont renseignés, la plupart du temps par des informateurs. Et ils montrent un classique du crime organisé, violence et loi du silence, témoignages édifiants de ceux qui sont interrogés après-guerre sur ces crimes. Au cours de cette action, 6 prisonniers de guerre furent fusillés, des fermes incendiées, une famille entière a péri dans les flammes. Que savez-vous de ces crimes? Je n'en sais rien. Ces questions ne m'ont d'ailleurs pas intéressé. Je n'en sais rien, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Ces crimes furent commis par votre bataillon entre avril et juin 1944. Qu'en savez-vous? Je ne connais pas les localités que vous me citez. Je n'ai jamais entendu parler de ces exécutions. Il y a une quantité de répétitions qui ne sont pas du tout minimisées parce qu'il y aurait moins de morts, de répétitions. Avant, par exemple, au Oradour, Freycinet-le-Gélas, c'est écrit clairement dans l'archive, les femmes et les enfants sont rassemblés dans l'église. Oradour, ce n'est pas un hasard. Photo troublante. Freycinet-le-Gélas dans le Lot. La même unité qu'à Oradour. 3e compagnie, 1er bataillon au régiment d'Air-Führer. Étrange ressemblance des lieux. Une rue principale, l'église au fond. 3 femmes, une fusillée. 11 hommes exécutés. Pillage, incendie. Le 21 mai 1944. Le 8 juin, une partie de la division arrive dans le Limousin. Dès le 9, un premier massacre en représailles à l'attaque d'une garnison allemande. Tulle, à une centaine de kilomètres au sud de Limoges. Enlèvement de 99 hommes, rafle et déportation de centaines de personnes. Dans cette région où le maquis est très présent, pour les Waffen-SS, l'ennemi est désormais partout. Tous sont des ennemis. Dans la nuit du 9 au 10 juin, un ordre arrive, il faut rejoindre le front de Normandie. Mais avant, pour la division Das Reich, il reste une mission à accomplir. Frapper. Encore plus fort. Les troupes stationnées dans le sud-ouest de la France à l'époque ont reçu un ordre central, que je cite de mémoire. Dans ces régions infestées de bandes, il faut enfin apprendre à la population civile qu'elle doit arrêter de soutenir les bandes. La force brutale doit être employée à toutes les opérations afin d'apprendre aux habitants, c'est-à-dire la population civile, qu'ils ne doivent pas soutenir le maquis. Il existe donc des consignes de la Wehrmacht qui donnent à la division la liberté de commettre un tel massacre. Carte blanche pour la Das Reich. Reste à trouver l'endroit. Comment Martial Machefer, cordonnier à Oradour, aurait-il pu savoir que son village n'a plus que quelques heures à vivre? Qu'il va échapper de justesse à la tragédie? Qu'il va perdre sa femme et ses 2 petits, un garçon et une fille? Que Sarah Jakobowicz, une adolescente juive qui l'abrite, va mourir dans sa maison? Des visages qui poussent Hervé, ce fils né quelques années après, à interroger le passé. Comment et pourquoi ce village? La quête de cet ancien inspecteur de police. Nous sommes en face du bâtiment occupé par la milice en 1944. C'est dans ce bâtiment que se tient une réunion de miliciens
le 9 juin 1944 à 21h, une réunion présidée par Filiol, responsable des miliciens à Limoges, et c'est au cours de cette réunion que Filiol annonce une décision qui aura des conséquences tragiques pour la région, pour Oradour. Filiol dit ceci: une division allemande vient d'arriver dans la région et va faire une opération. L'homme qui annonce cette décision n'est pas n'importe qui. Jean Filiol, terroriste et tueur d'extrême droite avant-guerre, puis ultra de la collaboration et spécialiste du renseignement. Condamné à mort par contumace à Limoges, il disparaît après-guerre dans l'Espagne franquiste. Nous connaissons cette réunion et l'annonce de cette décision par un des participants à cette réunion, un nommé Davoine. Davoine est un milicien, il est inspecteur aux questions juives. C'est quelqu'un qui a combattu en 1940 sous les zones d'Arnan et il est présent à ce moment-là. Une deuxième réunion se tient le samedi matin, vers 9h, à l'hôtel central de Limoges, siège de l'état-major du régiment der Führer. Là encore, des miliciens sont présents. Le nom d'Oradour est-il prononcé à ce moment-là? Peut-être. Ce qui est sûr, c'est que le rôle réel de collaborateurs français dans la préparation du meurtre d'Oradour n'a jamais fait l'objet d'une enquête judiciaire poussée. Une première grande lacune de la justice. Ce qui est important, c'est que ces réunions étaient tenues. Le seul fait qu'elles aient eu lieu montre qu'elles avaient une raison d'être pour ceux qui les tenaient. Lorsque Filiol annonce aux miliciens qu'une division allemande vient d'arriver et va faire une opération, c'est donc bien qu'il va y avoir une opération. Lorsque le lendemain, il envoie des miliciens, dont Davoine, au Central Hotel, où est le siège de l'état-major de la réunion der Führer, c'est pour prendre des décisions. Lorsqu'ensuite ces gens se retrouvent à Saint-Junien, c'est aussi pour prendre une décision. Ils ne se déplacent pas et ne se réunissent pas pour rien. Mais nous ne connaissons rien du contenu des décisions qui ont été prises. Une troisième réunion a lieu, samedi en milieu de matinée. Hôtel de la Gare, Saint-Junien, à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Limoges. Là où est basé l'état-major du bataillon qui reçoit l'ordre d'exécuter une opération de terreur. À sa tête, le commandant SS, Adolf Dickmann. Sont présents des officiers de la Das Reich et un officier de la Gestapo de Limoges. Les grands moyens. Voici la preuve que le nom d'Oradour est bien maintenant sur les lèvres des meurtriers. Un seul document à ce jour, en France, atteste que la cible est choisie. L'interrogatoire d'un collabo français, ex-interprète de la Gestapo. Limoges, le 10 septembre 1944. Je ne vous ai pas dit toute la vérité lors de mes dépositions. J'avais peur. J'ai passé sous silence certains faits. Dès notre arrivée à Saint-Junien, le lieutenant Kleist de la Gestapo est allé prendre des instructions au PCDSS, à l'hôtel en face de la gare. À son retour, près de nous, il a ajouté que le commandant de CSS avait l'intention d'aller exiger 40 otages à Oradour-sur-Glane. Le doute aujourd'hui n'est plus permis. Ce 10 juin 1944, les Waffen-SS se rendent donc bien à Oradour. Pour prendre des otages, interrogés après-guerre, plusieurs officiers SS affirment que l'opération Oradour est lancée pour cette raison, ou pour tenter de retrouver un des leurs capturé par le maquis, la veille au soir, à des dizaines de kilomètres d'Oradour-sur-Glane, ou parce que des soldats allemands auraient été tués ici, entre autres balivernes. C'est faux, c'est faux. Il n'y a jamais eu de SS pendus à Oradour et de lieutenants qui se sont enfuis, bien sûr. Mais ça veut dire que dès ce moment-là, les SS se ménagent, non pas une explication, non pas une excuse, mais quelque chose qui pourrait faire que s'ils sont allés à Oradour, c'est qu'ils avaient des raisons d'y aller, quoi. Bon. Et on peut penser qu'avant même de partir, apparaît quelque chose qui va ressurgir après sans arrêt d'une représailles justifiée, quoi. C'est étonnant de la part de gens qui laissent derrière eux une traînée de sang quand même, hein, qui massacrent partout. Ils ont quand même besoin de dire, si on fait ça, c'est qu'on a une raison de le faire. On ne l'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu ça avant. Ils ont besoin d'inventer une histoire pour justifier la leur.
d'un coup, 2 Allemands rentrent par la porte arrière de notre maison et, avec leur canon de fusil, nous faisaient raus, raus. Nous avons pris nos papiers, nous sommes sortis, et là, nous avons rencontré tous les gens, tous les voisins qui étaient là. Et qui posaient eux aussi des questions. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Vous savez quelque chose? On ne savait rien, tout le monde était là. Et ils nous ont tous rassemblés et conduits vers le champ de foire, vers le lieu de rassemblement. Mais personne ne s'affolait. Moi, j'en ai pour preuve de ça, ma mère, ma femme, qui saluaient les gens qui étaient à l'autre bout du bourg, qu'on ne voyait que pas souvent. Hein, ils se saluaient, tiens, bonjour, ça va, vous savez quelque chose, etc. Et moi-même, bien, j'ai laissé ma mère et ma femme, et je me suis retrouvé avec des copains, les copains de football. Hein, et on reparlait encore de notre histoire de Gaulle et d'histoires comme ça. J'ai entendu le pâtissier demander à une sentinelle d'aller voir si ces gâteaux qu'il avait mis au four, dans son four, qui lui a dit « Est-ce que je peux aller voir mes gâteaux parce qu'ils vont brûler ?» Il lui a répondu en français, avec un accent quand même, mais en français, « T'inquiète pas pour tes gâteaux, on s'en occupera. » Ils ne sont pas là que pour les hommes et les femmes. Les Waffen-SS font également irruption dans les écoles, intiment l'ordre aux enfants et à leurs instituteurs de sortir des classes, puis de gagner l'endroit où est déjà rassemblée une partie de la population. Je les vois encore, ces gosses, amenés en rang par leurs instituts, en rang, gentiment. Bon, les femmes et les enfants, on les met d'un côté, nous les hommes, on nous met de l'autre. Et puis les femmes, on les amène, on leur donne l'ordre de partir, je ne sais pas comment. Hein. Moi, je vois partir les femmes avec les enfants en direction de l'église. Bon, ben, moi, je ne sais pas si elles vont dans l'église, je ne me pose même pas la question. Moi, les femmes et les enfants s'en vont, c'est tout. Et on s'est trouvé tout seul sur cette place, à un silence de mort. Comment aurait-il pu savoir que les troupes nazies, quand elles préparent l'exécution d'un lieu et de ses habitants, pratiquent presque toujours de la même façon? Leçon apprise des milliers de fois à l'Est, à tel point qu'elle est même immortalisée sur ce pitoyable film de propagande. Rassemblement de la population dans un premier temps. Puis, dans un deuxième temps, les hommes sont séparés des femmes et des enfants. Et puis il y a eu la dernière question qui, je pense, a mis tout le monde en confiance. Et on nous a dit, dans le village, il y a un dépôt d'armes ou de munitions, un dépôt d'armes. Nous allons perquisitionner. Et lorsque la perquisition sera terminée, ceux qui ne sont pas concernés seront relâchés. Ils avaient bien monté leur coup. Bon, puisque c'est comme ça, on va vous mettre dans des granges, on vous surveillera. Et pendant ce temps-là, nous, on va fouiller au Oradour et les armes, on va les trouver. Et tout le monde s'est regardé en disant, parce que nous, on a marché dedans comme des gamins. Hein, ben vous pouvez toujours chercher, vous ne trouverez rien. Répartis par groupe, les hommes sont enfermés dans plusieurs lieux. Robert, Marcel, leurs copains, et plusieurs dizaines d'autres hommes se retrouvent dans la même grange. On les a regardés faire. Celui qui a trouvé un balai et qui a balayé pour poser sa mitrailleuse. Calme, posé. Il s'est couché, il a regardé bien la positionner, etc. Et on le regardait faire, on disait, mais oh, hey, ça va pas. Et on plaisantait encore. Joseph, à un moment donné, il nous dit, ils vont nous tuer. Ils vont nous tuer. Joseph, ça va pas, non hein? Si, j'ai entendu. Hein? Ils vont nous tuer. Arrête, Joseph, tu racontes des bêtises.
Je raconte des bêtises. Ils viennent bien pour tuer. Tout le monde, sans exception. Ces 2 documents, les interrogatoires de 2 des officiers présents lors du massacre, l'attestent. Dortmund, le 13 décembre 1962. Déposition de l'ex-capitaine SS Otto Kahn, chef de la 3e compagnie. Une estafette me demanda de venir aux ordres auprès du commandant de bataillon Dickmann. Dickmann me fit savoir qu'il avait reçu l'ordre d'incendier et d'anéantir le village d'Oradour. Berlin-Est, le 12 janvier 1982. Déposition de l'ex-sous-lieutenant SS Heinz Barth. L'ordre était de fusiller tous les habitants et de détruire le village. J'ai considéré cet ordre comme normal et je l'ai reçu de façon naturelle, comme tous les autres ordres. Et un quart d'heure après, peut-être. Oui, demi-heure, peut-être. Je ne sais pas. On a entendu à l'extérieur un éclatement et un ordre dans la grange. Un ordre. Un hurlement, plutôt. Et ils ont tiré. Tout s'est mis à cracher. Il y a eu un hurlement. Et moi, j'ai réfléchi après, qu'est-ce que j'ai bien pu dire? Quelle a pu être ma réaction à ce moment-là? Pourquoi j'ai hurlé, moi aussi? Pourquoi j'ai gueulé? Eh bien, j'ai dit, probablement, mais il s'en fout. Ils ne sont pas fous. Ils accomplissent leur mission. Comment les habitants d'Oradour auraient-ils pu savoir ce 10 juin 1944 que des troupes SS font la même chose en Tchécoslovaquie? En 1942, un certain 10 juin, le village s'appelle Lidice. Une opération de représailles. Destruction systématique. Massacre de la population. Cette fois-ci, les tueurs filment leur œuvre, qui se termine par la destruction de l'église. Et tout d'un coup, le silence. Quand ils donnaient l'ordre, je ne sais pas, je n'ai pas entendu, je ne me souviens pas de ça. Mais ce que je suis sûr, c'est de les avoir entendus parler entre eux, mais parler bas entre eux, tout doucement, parler. Et on les a entendus s'approcher de nous. Ça, j'entends leurs pas. Et à 1 mètre de moi, environ 1,50 m, je ne sais pas, j'ai entendu le bruit caractéristique de la culasse qu'on arme, clac, clac, pour repousser la balle dans le canon. Et aussitôt, un tir fort, à 1 mètre de moi, très fort. Wow. Et ça continue, clac, clac, et il tirait. Il était en train de donner le coup de grâce. Et le bruit de culage, j'ai pensé que c'était pour moi. Eh bien non. C'était pour mon ami Joseph, le coiffeur. Et Joseph est mort sur moi. J'avais trouvé une main. On s'était serré et on se tenait. Et on ne bougeait pas, on ne disait rien. On se tenait. Et moi, je me suis dit, je ne suis pas tout seul, il y en a un autre. Je ne pense pas mourir. Je ne pense pas que je peux mourir, que je puisse mourir. C'est à cet instant. Hein. Le copain qui était devant a dit, et voilà. Et en effet, c'est eux qui revenaient. Ils revenaient pour mettre le feu. Et puis le feu m'atteint, j'essaie encore plus de me protéger sous les autres. J'essaie de me mettre encore plus sous les autres, mais il arrive un moment où il faut faire un choix. Alors là, je pense que je vais mourir. Alors, j'avais plus de cheveux, j'avais le visage brûlé, et puis l'épaule. J'avais été très brûlé à l'épaule. Alors, ça fait très très mal. Plus mal que les balles. Plus mal. Les balles, quand on ne bouge pas, non pas. Mais brûlé, le brûle, horrible. Je me suis extrait de dessous, hein, et je me suis mis à côté, et on s'est retrouvés là, 5, et on regardait
ce tas de cadavres brûlés. Près de 200 hommes sont déjà morts dans cette grange et plusieurs autres lieux de supplice. Robert, Marcel et quelques autres survivants arrivent à gagner une autre grange, se dissimulent dans un grenier. Une cachette provisoire, les Waffen-SS mettent le feu à toutes les maisons. Et puis avec M. Dartout, on n'a plus le choix, hein, ça brûle sur notre tête, il faut bien qu'on s'en aille. Et pour s'en aller, il faut qu'on traverse la place. Hein. Mais on ne sait pas de l'autre côté de la place ce qu'il y a. Le problème, il est là. Et avec Dartout, on en parle longtemps parce que savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Puis après, Robert me dit, Marcel, je m'en vais aussi. Et toi? Je dis, t'inquiète pas, je vais me débrouiller. J'irai sur les coudes, n'aie pas peur, je vais m'en débrouiller, ça va aller, ça va aller. Robert est parti. Et moi, j'ai fait ce que j'avais pensé. Robert réussit à s'enfuir du village. Marcel, grièvement blessé aux jambes, rampe jusqu'à un buisson et s'y cache. Oradour brûle. L'un et l'autre pensent malgré tout que les femmes et les enfants sont saufs. Pour Robert, sa mère et 2 de ses sœurs. Pour Marcel, sa mère et sa femme. Mais le meurtre n'est pas fini. Après les hommes, les SS s'acharnent sur les quelques 400 femmes, enfants, bébés enfermés dans l'église depuis plusieurs heures. L'horreur. Pour les Waffen-SS, juste leur école de guerre, dans laquelle pataugent les jeunes recrues, notamment la vingtaine d'Alsaciens que compte la compagnie. Au moins l'un d'entre eux a dit qu'il a compris. Il l'a dit dans une audition à un commissaire de police, enquêteur, que c'était son baptême du feu, qu'il n'y avait pas eu pour lui, de baptême du feu, et que ce jour-là, il était comme ivre, mais n'ayant pas bu. Et ça, je pense que cette ivresse-là, c'est l'ivresse qui est provoquée par, on va dire, le bruit et la fureur, mais oui, c'est vrai. Le sang, l'odeur du sang, les explosions, les tirs, les hurlements des gens, ce qu'ils ont vu, les cadavres. Et je crois que là, ces garçons, 17 ans toujours, 18 ans, ils ont vu ce que leurs yeux ne devaient pas voir, ils ont entendu ce que leurs oreilles n'auraient pas dû entendre. De l'intérieur de l'édifice, on percevait des hurlements de femmes et d'enfants. On a été rassemblés dans la rue, face à l'église, pour assister à sa destruction. Le chef de bataillon nous avait fait mettre au garde à vous. Au moment où le feu a été mis, on entendait toujours des cris à l'intérieur. Nous sommes restés là, jusqu'à ce que le toit s'effondre. J'ai demandé à un SS allemand si dans l'église, il n'y avait pas eu d'Alsaciens, car je savais qu'il y avait eu dans la région des réfugiés d'Alsace. Il y avait bien une Alsacienne dans l'église, qui avait demandé à parler au capitaine Kahn, mais celui-ci a refusé de la recevoir, en disant qu'il ne devait survivre personne, de manière qu'il n'existerait aucun témoin. Dans l'église, le carnage atteint son paroxysme. Mitraillage, grenades, gaz asphyxiant, incendie, explosif. Il n'y aura qu'une survivante qui réussit à s'échapper par un vitrail. Marguerite Roufanche, décédée en 1988. Les Allemands ont apporté une caisse assez énorme d'où se dégageaient des cordons, genre cordons électriques. Et puis par la suite, ça a dégagé une fumée, ça nous a asphyxiés, nous n'avons plus rien vu dans l'église. Ça a été pêle-mêle, des cris de tous les côtés, car les Allemands ont tiré. Et alors, voyant arriver les flammes, je sors dans la sacristie pour me cacher derrière le maître-autel. Alors là, je trouve un escabeau, je monte dessus, sans réfléchir, je me jette par la fenêtre. Le hasard a voulu que je ne me suis rien cassé. J'ai pu me fuir jusqu'au jardin du presbytère. Alors là, j'ai été blessée de 5 balles de la mitraillette. Et j'y suis restée jusqu'au dimanche soir que des métayers sont venus me chercher dans une brouette. Une poignée d'heures ont suffi à assassiner, piller, incendier méthodiquement Oradour. Une poignée d'heures pour éradiquer le passé.
ruiner le présent, démolir l'avenir. À la tombée de la nuit, la plus grande partie de la compagnie part pour Nieul, à quelques kilomètres au nord-est d'Oradour. Sordide symbole, l'unité est cantonnée dans une école, réquisitionnée depuis la veille par les Waffen-SS. Questionnés quelques mois après le massacre, des habitants de Nieul se souviennent de certains d'entre eux. Quelques soldats se disant alsaciens paraissaient très émus des cruautés perpétrées par leur formation. Nous ignorions les atrocités qui venaient de se commettre à Oradour. Les événements leur étaient des plus pénibles. Certains ont paru très éhontés et se sont plaints de ce que les chefs les obligeaient à participer à de tels actes de barbarie. Nous avions observé 2 jeunes qui se tenaient à l'écart des autres Allemands. Ils parlaient ensemble. Les larmes coulaient sur leurs joues. Je ne leur ai pas adressé la parole et ne puis dire la cause de leur chagrin. Les Waffen-SS organisent à Oradour une action d'incorporation par un rituel où le sang est au centre du rituel des jeunes recrues, très jeunes, de 17 ans et 18 ans. Et ce pacte de sang va les intégrer. Et je préfère, c'est pas une provocation, mais utiliser le mot d'incorporation, va les incorporer dans cette communauté des Waffen-SS qui est basée sur 2 éléments fondamentaux, le sang et la violence. Sans oublier le mensonge, un autre, élaboré immédiatement après. C'est le début de la légende. Je vais vous le lire. Selon mes souvenirs, le commandant du bataillon a réuni le chef de compagnie Kahn et tous les chefs de section après la fin de l'opération contre Oradour et leur a donné des instructions concernant le caractère des opérations, afin de masquer la réalité. Voici le mensonge, l'instruction elle-même. La compagnie aurait été attaquée par des résistants à Oradour et dans le cadre des combats, les habitants auraient été tués et les bâtiments auraient été incendiés. Il y avait déjà un mensonge élaboré avant de partir vers Oradour. Les officiers SS en fabriquent un autre le soir même, alors qu'à Oradour le cauchemar continue. À huis clos, une section est restée sur place. Les Waffen-SS ripaillent, des sentinelles sont postées, personne ne doit entrer. Pas encore. J'ai entendu tous les bruits d'Oradour. Le bruit de l'incendie. Terrible, terrible, horrible. Les tuiles qui tombaient et qui claquaient en tombant par terre. Elles claquaient comme un coup de mitraillette. Comme ça. Je me rappelle également, boum, c'était les poutres qui tombaient. J'ai entendu les vaches. Eh oui, vous n'avez pas l'ordre de tuer les vaches. Seulement les femmes et les enfants et les hommes. Je me rappelle le soir, j'ai entendu un hurlement de femmes. Un hurlement, je me rappelle. Puis plus rien. Je ne peux pas dire que j'ai entendu le coup de fusil qui l'a tuée, parce que je sais qu'elle a été tuée d'un coup de fusil. C'était une personne qui rentrait dans Oradour. Elle voulait rentrer parce qu'elle venait voir, elle voulait avoir des nouvelles de ses gosses. Elle venait chercher ses enfants. Ils l'ont laissée rentrer. Et quand elle a été à 50-60 mètres, ils l'ont tuée. L'unité est relevée le lendemain par une autre section qui s'emploie à enfouir pêle-mêle des corps afin d'empêcher toute identification. Prolonger la terreur, mutiler le deuil des familles, une question de méthode, là encore. Les SS ne quittent définitivement les lieux que le lundi matin. Communiqué de la division Das Reich le lendemain du meurtre. Après fouille du village, celui-ci a été brûlé. Bilan, 548 ennemis morts. Les ennemis de la Das Reich. Quelques semaines après le massacre, les autorités françaises font état de 642 morts. Toute la région est en état de choc. Comme en témoigne ce film rare,
Premières images de l'après. En septembre 1944, les francs-tireurs partisans et la population rendent hommage à une des victimes, Sarah Jakubowiec. Ses parents, traqués par la milice, l'avaient placée au sein de la famille Machefer. Le village semblait un lieu sûr. Le papa de Sarah pleure sa fille, comme des centaines de parents qui ont perdu ce jour-là un ou plusieurs enfants. Des familles qui doivent essayer de continuer à vivre avec ça. Pourquoi s'en prendre à nous? Pourquoi s'en prendre aux enfants? Pourquoi cette bande d'assassins a-t-elle fait tomber la foudre ici? L'incompréhension et un sentiment de vertige qui perdure de génération en génération. Malgré eux et malgré nous, malgré ce qu'on peut en penser, même si on ne le veut pas, ils font partie de notre mémoire et du paysage d'Oradour, les bourreaux. Ils en font partie. Et ça, c'est difficile pour moi à accepter. Mais ils en font partie. Et ça fait chier que ça en fasse partie. Ça en fait partie. Ils font partie de moi. Ça, c'est quelque chose de très pénible. Les bourreaux, ceux qui ont tué Oradour ce jour-là, constituent une partie de ce que je suis. Parce que c'est par eux que je suis là. Sans eux, la vie de mon père aurait continué avec sa femme, ses gosses. Moi, je ne serais peut-être pas venu. Il a fallu qu'il y ait ça pour qu'il se remarie avec une veuve de guerre et que ma sœur et moi en viennent. Je dépends un peu du bourreau. C'est très dur à supporter, ça. C'est très dur. Impossible d'oublier les salauds qui ont commandité la mise à mort d'Oradour. Le général SS Lammerding, chef de la division Das Reich, et un de ses adjoints, le colonel SS Stadler, chef du régiment der Führer. Ceux qui ne paieront jamais pour ce crime et tous ceux commis par leurs sbires. La justice ouest-allemande ne s'est pas suffisamment efforcée d'éclaircir véritablement les origines juridiques, et surtout concrètes, donc historiques, de ce massacre. Au lieu de cela, elle s'est entièrement appuyée sur les dépositions des auteurs du massacre et les a disculpés d'après ces informations. Une deuxième aberration judiciaire. Pour se couvrir lors des procédures engagées après-guerre contre eux, vieille habitude, ils mentent. Évoquent le fait qu'ils savaient pour l'opération Oradour, élément qui aurait dû être crucial pour la justice allemande au regard du passé criminel de cette division, tout en parlant encore de bavure, nommant un seul responsable, lui. Celui qui supervise l'opération Oradour, Adolf Dickmann, qui a le bon goût d'être tué quelques semaines après le massacre. En Normandie, un mort idéal. Ils vont avoir ce culot monstrueux de tout reporter sur le seul d'entre eux qui est rapidement disparu, c'est-à-dire le commandant qui s'appelait Dickmann. Son nom n'a aucun intérêt, mais ils vont tous reporter sur lui, le mort, hein, la responsabilité de l'opération à Oradour. Voilà. Le mort va au moins servir à ça. Non content de tuer Oradour, ce mort emporte probablement avec lui la réponse. Oradour est ciblé ? Oui. L'ordre est d'anéantir le village ? Oui. Mais pourquoi venir ici ? Personne ne peut répondre à cette question. Il ne reste que des hypothèses. Les officiers SS ont-ils été informés par des collaborateurs français de la présence de réfugiés, notamment des juifs et de communistes dans ce village ? Impossible de le savoir. Est-ce parce qu'Oradour est placé entre Saint-Junien, où l'unité chargée du carnage est basée ce samedi 10 juin au matin, et Nieul, où elle doit être regroupée le 10 juin au soir ? Peut-être. Indique-t-on aux officiers SS que ce village, sur leur route, est facile à cerner et à investir ? Peut-être. La seule certitude, c'est qu'on ne sait pas. Pas sûr que des raisons objectives peuvent répondre à la question de quelqu'un qui subit une telle horreur.
C'est-à-dire que ces raisons objectives peuvent être satisfaisantes sur le plan intellectuel, mais elles ne résoudra pas le mystère de pourquoi ça m'est arrivé. Ça, non. C'est-à-dire sur le papier, je vais prendre des notes, je vais considérer certains faits, certains éléments, et ces éléments sont satisfaisants pour l'esprit. La division d'Esreich, je vais faire un exemple, elle en fait un en fonction de la troupe dont elle dispose. Point à la ligne. Elle a fait ailleurs, là elle le fait avec un coup d'éclat plus fort parce qu'elle part. Donc il faut que, avant de partir, on tape très fort, parce que si on avait encore une semaine devant soi, peut-être qu'il n'y aurait pas Oradour. On en aurait des petits, des plus petits, on aurait des actions de ratissage. Là, on n'a plus le temps, on a reçu l'autre de partir. Parce qu'on n'est pas en transit, hein. Ça aussi c'est une opinion répandue. Ils allaient à Normandie, ils n'y vont pas. C'est après qu'ils vont y aller. Et c'est avant de partir qu'ils font ça. Alors, et c'est vrai que sur le plan uniquement intellectuel, il ne reste plus qu'un jour. Cette dernière journée-là, il faut qu'elle fasse très très mal. Et que ça peut suffire à être une explication. Mais aller dire ça à une femme qui n'a plus de mari, qui n'a qu'une fille, dont c'est la seule raison de vivre, elle ne peut pas comprendre. On ne peut pas dire à quelqu'un dont la seule raison de vivre, on ne peut pas dire à une mère d'une fille de 11 ans dont la seule raison de vivre est cette fille, que ce sont des raisons comme ça qui l'ont amputée de la vie. Elle ne se couchera pas avec cette compréhension. Elle se couchera avec sa douleur qui, elle, repose sur de l'incompréhensible. Ne pas savoir, et en plus, vivre avec un sentiment d'injustice. Tribunal militaire de Bordeaux, 1953. La justice se distingue, là encore. Dans une salle d'une exiguïté indigne, le procès du massacre d'Oradour, 9 ans après les faits. Pour quel résultat? Dans le box des accusés, pas un seul officier SS. 7 Allemands et 14 Alsaciens, dont 13 incorporés de force. 13 hommes qui nient avoir eu un comportement criminel pendant la tuerie. Ils n'avaient rien vu. Ils ne savaient pas. Ils ne comprenaient pas. Oh. Ne pas me dire que c'est une attitude normale, tout ça. Non. Ils avaient été... On les avait bien préparés. Et on leur a dit, tu te tais. Tu te rappelles pas, tu fais le couillon. Et ils ont bien fait les couillons. C'est l'impression que j'ai. Mon client n'est pas un bourreau. Il était dans cette compagnie, était bien à Oradour, mais il n'est pas un tueur. Ce que plaide notamment le collectif d'avocats alsaciens en charge de la défense des incorporés de force. Ce qui m'a poussé à défendre, comment dirais-je, l'un ou deux des inculpés. Je vais vous dire ce qui m'a poussé à le défendre. Nous savions que des Alsaciens avaient été incorporés de force, d'office, dans la division d'Esreich, qui était donc l'auteur du crime d'Oradour. Et par conséquent, nous supputions et nous savions finalement qu'il y avait des Alsaciens qui pouvaient être impliqués. Et je me suis permis, à l'époque, de dire à des responsables politiques qu'un tel procès était un procès à haut risque concernant l'unité nationale, la solidarité nationale, la situation de l'Alsace dans l'État français. L'Alsace est en ébullition, manifeste sa colère. Un procès gifle pour une région qui se sent humiliée, érige en système de défense son propre drame, celui de l'incorporation de force. Toutes les familles d'Alsace étaient touchées. Le hasard a voulu qu'il y en ait seulement 13 qui étaient à Oradour et que les autres sont allés ailleurs. Il est évident que cette incorporation de force est ici un drame qui est mal vécu dans toutes les familles. Parce que tout le monde a soit quelqu'un qui est invalide, rentré malade de la guerre, ou quelqu'un qui est mort. Donc vous ne pouvez pas purement et simplement dire que ce n'était pas un problème local ou régional. Et donc par conséquent, si nous avons évidemment tous de la compassion, de la peine, nous crions au scandale quand on parle d'Oradour, c'est vrai, et ça c'est tout à fait normal, mais il faut aussi dire que nous sommes un petit peu peinés de voir que notre drame, s'efface purement et simplement, les 130 000, ça s'efface devant les martyrs d'Oradour. Pour les uns, un sentiment d'incompréhension. Pour les autres, les victimes d'Oradour qui réclament justice, un autre sentiment d'incompréhension.
c'est un procès militaire, c'est ainsi. Mais enfin, quand vous arrivez dans un procès, vous êtes la victime, vous avez perdu votre famille, vos amis, toutes les personnes de votre village, vos biens, et puis que vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes malheureux, parce que c'est un petit peu ça. C'est quand même un peu dur à digérer. Triste procès, piètre résultat. Après plusieurs semaines de débats sur fond d'affrontements politiques, il y a condamnation des accusés, puis, immédiatement, pour calmer la colère de l'Alsace, amnistie pour les incorporés de force. Cela évoque en moi quelque chose d'inachevé, sur le plan professionnel, quelque chose qui n'a pas encore trouvé son aboutissement, quelque chose où nous avons mis, tous mes confrères, le maximum de nous-mêmes et avec le sentiment de n'avoir pas réussi. Et nous avons chez moi-même, puisque j'ai été encore jusqu'à il y a quelques jours en activité professionnelle, j'ai eu ce sentiment dont je ne peux pas me départir, c'est que je n'ai pas terminé ma mission. Je crois qu'on aurait pu éviter beaucoup de choses si, évidemment, ce procès de Bordeaux, d'abord, on aurait évidemment jugé l'affaire à Paris. Ça aurait été dans une autre ambiance. Le deuxième problème, il faut dire que le procès de Bordeaux, qui devait se faire, mais devait se faire essentiellement d'abord contre l'Allemagne. Et non pas prendre ceux qui étaient les lampistes, qui étaient leurs co-défendants dans cette affaire. Donc, si vous faites Paris un procès distinct, vous arrivez effectivement déjà à clarifier la situation. L'ambiguïté vient du fait que tout a été mélangé. Et ce n'est pas les Alsaciens qui sont responsables de cela. Ce sentiment d'injustice partagé par deux régions laisse un goût amer. L'Alsace et son sentiment de demeurer le principal accusé. Le Limousin qui se sent abandonné, bafoué. Deux régions condamnées pendant des décennies à une querelle franco-française, voire une rancœur qui subsiste encore. L'effet pervers d'un crime nazi qui a dû bien faire sourire de l'autre côté du Rhin. Parce que le problème est là-bas et qu'il oblige à revenir sur l'impunité des véritables responsables, eux, ces hommes sans honneur filmés au début des années 70 lors d'une réunion d'anciens de la Das Reich. Permettez-moi de dire un mot par rapport aux reproches qu'on nous a faits dans la presse et aujourd'hui dans la rue. Il s'agit des mots Oradour et Tulle. Oradour et Tulle, cela doit être dit, ont été des réactions à des actions de la résistance française. Fin de non-repentir, postillonnés en costume-cravate. Pourquoi se gêner puisqu'ils ne sont jamais inquiétés? Ni par la France et ses vaines demandes d'extradition, ni par l'Allemagne, son incurie et ses interminables procédures judiciaires qui ne confondent personne. Mais il y a autre chose, qui permet de comprendre comment un assassin peut tranquillement tourner la page. Exemple, l'ancien chef de la Das Reich, Lammerding, devenu un respectable entrepreneur, qui signale benoîtement, lors d'un interrogatoire en 1962, avoir commis une fois un excès de vitesse. Et révèle un autre fait. En pleine guerre froide, d'anciens officiers SS, comme beaucoup d'autres nazis, sont certainement de quelque utilité à l'une ou l'autre des puissances occupantes. Mon avocat négociait avec les Américains. Je devais rester clandestinement dans leur zone car ils étaient contre une extradition. Je suis revenu avec l'approbation des Américains à Düsseldorf, fin octobre 1954. Du côté anglais, on ne montra après mon retour aucun intérêt pour ce que je faisais. Puis en zone soviétique, qui devient plus tard la RDA, l'officier lieutenant SS Barth, il va rentrer chez lui, à Grandsee, et il va devenir un bon citoyen. Berlin-Est, 1983, procès d'Heinz Barth, l'ancien nazi devenu citoyen communiste modèle. Le seul officier SS à être tombé. On nous a pris vraiment pour des gamins, manipulés. Nous avons fait partie d'une histoire que j'ai sentie, moi, mais depuis le début, je te rappelle. Bon, si vous vous souvenez, à l'époque, c'était la guerre froide. Les Russes, bien sûr, avaient leurs fusées qui étaient là-bas, pointées dans le sens de l'Allemagne.
et les Américains qui voulaient venir mettre devant leurs fusées. Vous vous rappelez le chahut que ça a fait. Les Russes qui disaient « Mais non, nous on est gentils, on ne veut pas faire de mal, c'est là, mais c'est pour s'asseoir dessus, c'est pour que les chiens viennent pisser autour. Non, 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 on ne veut pas faire de mal à personne, nous non, pas du tout, non, non. » Vous voyez, la bonne preuve, c'est qu'on a trouvé un gars là qui était à Oradour, eh bien on va le juger ce gars-là. Nous on a été là-bas. Mais bon, je ne me suis jamais vu l'objet de tant de VIP, putain, reçu par l'ambassadeur, qui nous a amenés partout, etc., etc. Oh, j'ai dit, oh, comment ça va, là, oh. On a été manipulés. Oui, un quart d'heure, peut-être une demi-heure, je ne sais pas. Viertelstunde, eine halbe Stunde vielleicht sogar. Et Heinz Barth, vous l'avez trouvé comment? Heinz Barth, le Fritz, l'officier allemand, officier, petit officier, pauvre type. Hein. Moi, la question que je lui ai posée, je lui ai demandé s'il avait pu dormir toutes les nuits, tranquille, depuis ce temps-là. Il a eu un sourire et il n'a pas répondu. Ja, ich war, wie soll ich sagen, ein bisschen schockiert. J'étais un peu choqué de savoir qu'il y ait des rescapés de ce village. Parce que nous sommes partis du principe que, pour autant qu'on puisse en juger, il n'y ait pas de survivants. Avez-vous pensé, Dieu merci, quelqu'un a survécu? Non, honnêtement, je n'ai pas pensé à ça. En tout cas, pas à l'époque. Il me faut être très honnête. Oradour, village martyr. Symbole de la barbarie nazie, oui. Pourquoi pas également symbole in fine d'une totale absence de justice, de l'impuissance et du cynisme des États. Massacre et mascarade politico-judiciaire. Voilà la pénible leçon d'histoire qu'on est obligé de raconter, 60 ans après, aux 2 Oradour-sur-Glane. Le mort et le vivant, qui cohabitent ensemble depuis un demi-siècle. L'ancien raconte inlassablement la même histoire. Le nouveau village écoute. De nombreuses familles qui vivent là ont perdu un ou plusieurs des leurs. Vivre avec ces différentes blessures et le souvenir d'un certain samedi 10 juin 1944, aux environs de 14 heures. Cette journée me bouffe. Elle m'a bouffé toute ma vie. Vous ne pensez pas que le plus important, c'était finalement d'être resté en vie? Peut-être. C'est pas sûr. Le samedi 10 juin 1944, jusqu'à 14 heures, vous êtes Robert et Brasse. Oui. Et qu'ensuite, toute une partie de votre vie, encore aujourd'hui, vous êtes... Le rescapé. Et croyez-moi que c'est loin de me faire plaisir quand on m'appelle le rescapé. Vous savez, souvent, je retrouve des gens au supermarché qui sans doute croient me faire plaisir en me disant « Bonjour le rescapé ». S'ils savaient comme ils me font mal, ils ne me diraient pas bonjour. Je préférerais. Mais vous restez calme. C'est peut-être qu'un calme apparent. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, justement? Le souvenir, la mémoire. La mémoire qu'on n'enlèvera pas aux personnes comme moi, ce qu'on a vécu, on ne l'enlèvera pas. Malgré que, même si des fois, on a l'air de nous dire qu'il faut arrêter tout ça, que la guerre est finie il y a longtemps. On ne nous enlèvera pas notre mémoire.